waaye fulay ñibbisi jàmbaar daawul doole la doon wuti yàgg na bitim réew ñibbisi na sama réew Sénégal. J'ai eu le privilège de recevoir un grand frère, un oncle, mais aussi un exemple, machallah, pour nous tous, un modèle par son combat pour le pays, par son engagement pour l'autosuffisance alimentaire de notre continent, je dis même plus que le Sénégal, mais notre continent, l'Afrique. Tout ce qu'on a besoin par rapport à l'autosuffisance alimentaire, il nous a montré l'exemple par rapport à l'aviculture, qu'on peut faire des choses très bien dans notre pays et on peut contrôler ce que nous mangeons. Il y a quelques années au Sénégal, on importait nos chickens de partout. Et aujourd'hui, si on est arrivé là où on est, il a joué un rôle extraordinaire et capital pour qu'on puisse aujourd'hui fermer nos frontières et nourrir notre population par le chicken aujourd'hui, le poulet. Donc c'est le fondateur de Sedima. Donc je suis très content aujourd'hui, M. Ngom, et privilégié de vous recevoir ici dans les fermes Dieufzone. Et quand je l'ai parlé de vraiment venir nous encourager, vous encourager par rapport à ce que vous voulez faire avec l'agriculture, il a dit aucun souci, je vais prendre mon temps, je vais venir partager un moment avec les jeunes sans faire du plaisir. Donc s'il vous plaît, welcome M. Ngom d'être là avec nous. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit, M. Ngom, on va commencer par... Les jeunes vont poser les questions. Et moi, je vais juste commencer par vous poser. Mais pourquoi vous avez choisi? Parce que beaucoup de gens pouvaient faire le contraire. À votre place, vous pouviez voyager en Europe, aux États-Unis, ou faire l'immobilier, d'autres choses, la politique, etc. Mais vous avez choisi l'aviculture. Pourquoi l'aviculture? Bien, merci. Bonjour, jeunes d'Afrique, jeunesse du continent qui constitue l'avenir du continent. Je suis très heureux, très ravi, très honoré d'être avec vous. Et nous avons une passion commune, c'est l'agriculture. Et moi, quand je dis l'agriculture, quand je parle d'agriculture dans sa globalité. C'est l'élevage. Et en l'élevage, c'est l'aviculture. C'est aussi la pisciculture, c'est l'aquaculture. C'est l'agriculture, l'horticulture. C'est tous ces métiers-là qu'on a l'habitude d'appeler le secteur primaire et qui ont permis à certains pays d'émerger. Je prends juste l'exemple de quelques pays européens qui, à partir d'une production locale, performante, productive, ont réussi à faire de la transformation et de la valorisation. Et surtout aller jusqu'à l'agro-industrie, ça veut dire la modernisation, et qui exportent aujourd'hui dans le monde entier. Dans notre pays, nous utilisons énormément de produits qui sont partis des terroirs, des villages, où des acteurs, des paysans se sont donnés, ils ont produit. L'industrie a transformé, a valorisé et nous renvoie. Et c'est ça l'agriculture, cette passion que nous avons en commun et qui fait que je suis très ravi d'être ici aujourd'hui. Je voudrais le féliciter, Thione Niang. C'est un modèle pour la jeunesse, mais c'est un modèle aussi pour l'Afrique. Parce que ce n'est pas seulement au Sénégal, c'est un peu dans tout le continent. Thione est parti de sa ville natale, Kaolack, dans des conditions qu'on connaît, très simples, qui a émigré aux États-Unis, qui a eu un parcours brillant, qui aurait pu aujourd'hui, comme beaucoup de Sénégalais ou beaucoup d'Africains, rester sur le continent américain. Parce que ça vend plus de rêves et plus d'espoir. Rester donc sur ce continent, faire sa vie tranquillement, peut-être envoyer un peu de temps en temps à ses parents ici. Il a choisi autre chose. Le retour, il faut oser, il faut du courage, mais il faut aussi du patriotisme. Il faut de l'amour de son continent. Et je pense que nous avons cette passion aussi en commun, c'est d'aimer ce continent qui est l'Afrique, qui est notre continent nourricière,
berceau de l'humanité, on l'a souvent dit, qui a tellement donné à l'humanité, tellement donné au monde, ce continent mérite d'être aimé encore plus. Thione est rentré, il partage aujourd'hui avec la jeunesse du Sénégal et la jeunesse africaine. Il inspire la jeunesse et ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui l'illustre parfaitement. Je souhaite plein succès à ces belles initiatives. Cette belle initiative qui mérite d'être soutenue. Je remercie FAO, les dirigeants de FAO qui sont là, qui sont venus répondre à ton invitation pour partager aussi avec la jeunesse. J'ai trouvé Ferdinand Coly, un gaïndé sénégalais. Ah ouais. Un vrai lion sénégalais. Ah ouais. Qui nous ont valu beaucoup de bonheur, beaucoup de satisfaction, mais beaucoup de fierté en 2002. Ils ont été battre l'équipe championne. Championne du monde. En match d'ouverture, c'était en Asie. Vous avez été combatifs. Vous nous avez élevés à un niveau, le monde entier a parlé de notre petit pays. Ça, les Sénégalais ne pourront jamais l'oublier. Merci d'être revenus au Sénégal. Vous auriez dû rester aussi en Europe. Vous avez tout pour rester vivre en Europe. Vous avez choisi de rentrer. De cette façon-là, en plus, venir vous installer, prendre quelques hectares dans une région, dans un département, commencer à vous investir de manière simple, modestement. Et là, vous ne savez pas combien votre exemple pourrait servir, pourrait inspirer notre jeunesse. Combien votre exemple mérite d'être connu par cette jeunesse. Parce qu'une fois qu'on a atteint un certain niveau, on pense qu'on n'a plus le droit, on ne peut plus revenir sur terre. Vous êtes revenu sur terre, vous êtes sur le terrain, vous produisez, vous cultivez la terre et vous avez choisi cette passion de l'agriculture. Merci de partager avec vous cette passion. Je suis ravi de partager avec vous cet après-midi pour vous dire un peu de mon parcours, vous raconter peut-être un peu de mon parcours. Il a posé la question de savoir pourquoi j'ai choisi l'aviculture. Ça va être long et difficile à expliquer en même temps. J'ai terminé juste mes études au lycée technique André Pétavin, c'était en 1976. J'avais à peine 21 ans. Mon papa avait déjà fini toutes les formalités pour m'envoyer en France. J'attendais le mois de septembre pour prendre l'avion. Et vous comprendrez qu'aujourd'hui, quand je vois toute cette jeunesse qui s'embarque dans des pirogues pour aller de l'autre côté, en Occident, l'équation que ça me fait, moi j'avais tout était prêt. Il fallait juste attendre le mois de septembre, je prends l'avion. C'est là où j'ai décidé de ne plus partir. Et il a fallu réussir à convaincre mes parents, parce qu'il faut le savoir aussi. À l'époque, pour un père de famille, mon fils est à Paris ou en Europe, il fait ses études, c'était déjà quelque chose de très valorisant. Donc quand on va dire à son père, j'y vais plus, je vais rester, qu'est-ce que tu fais? Je vais élever des poulets, pouf, c'est une grosse déception. Pour le papa, c'est une grosse déception. Il a fallu donc trouver des astuces, négocier, arriver à le convaincre pour qu'il me laissât rester au Sénégal. Il a accepté ce choix en se disant, de toutes les façons, je ne veux pas le contraindre, mais si demain ça se passe mal, bon, à ce moment-là, je vais le réorienter parce que élever des poulets, il n'y avait personne dans ma famille qui faisait ça avant moi. On n'avait jamais vu d'élevage de poulets. Je dis, papa, moi, je veux élever des poulets. C'est comme ça que je suis parti avec mon petit élevage de poulets. Je vais vous dire, j'ai démarré dans une chambre, comme nos chambres dans nos maisons. 4 mètres sur 4 mètres, c'était 16 mètres carrés. J'ai fait ma première commande de poussins qui m'a coûté au total un investissement de 60 000 francs CFA. J'ai acheté 120 poussins. 120 poussins d'un jour, à l'époque, ici à Mbao, au Centre national d'aviculture, le poussin, il coûtait 90 francs. 2 ou 3 sacs d'aliments, 2 ou 3 abreuvoirs, à la limite, les 100 000 francs, on a de quoi prendre son thé. Les 60 000 francs du mois, il reste de quoi prendre son thé. Voilà le départ de Sedima. Pour dire quoi?
pour dire que souvent, beaucoup se plaignent de dire « je n'ai pas de capital, je n'ai pas d'investissement, c'est vrai, on a toujours besoin de petit quelque chose pour démarrer. Mais ce n'est pas forcément les gros investissements, j'en ai connu, qui ont eu des financements, qui ont eu des ceci et de cela. Ça n'a pas marché. Il faut partir avec ces moyens qu'on a. Le plus important, ce n'est pas ce qu'on met tout de suite. C'est la force de travail qu'on y met. C'est la force de travail qu'on y met et c'est très important quand on dit travail. Qu'est-ce que ça vous dit? Comment ça résonne en vous, le travail? C'est ça, ce mot-là, il est extrêmement important. On ne le valorise pas assez. On ne le pénètre pas assez, le travail. Est-ce qu'il vous est arrivé de travailler jusqu'à l'extase? Ça veut dire que vous êtes heureux, c'est comme quelqu'un qui a réussi en examen parce que vous avez tellement bien travaillé, vous êtes tellement donné que vous êtes tout simplement heureux. Ça, ce bonheur-là, on le trouve aussi dans le travail. Certains pensent qu'on travaille pour gagner l'argent et avec l'argent, on va chercher le bonheur en allant en congé. Ce n'est pas vrai. En tout cas, ce n'est pas ma conviction. Moi, pendant longtemps, j'ai dit je n'allais pas en congé. J'ai dit les Européens, ils peuvent se le permettre. Leurs parents, ils ont déjà fait ça à leur place. Aujourd'hui, ils peuvent aller en vacances partout. Mais nous, Africains, c'est l'ère de construire. Nous devons travailler sérieusement. Aimer le travail. Avoir de la ponctualité. Je le dis souvent et partout. Respectez les horaires. Quand on vous donne un rendez-vous, c'est à 9h, ce n'est pas à 9h05, c'est à 9h. Quand c'est à midi, c'est à midi. Ça, une fois qu'on a réglé cette question-là, vous ne savez pas combien ça peut vous aider. Voilà donc le travail, un élément essentiel dans ce qui va faire demain votre réussite. Mais à côté de ça, il l'a dit, la passion. Vous avez choisi, et ça c'est une chance. Moi, la chance que j'ai eue, c'est d'avoir choisi mon métier. Peut-être qu'on aurait voulu que j'aille gérer une station d'essence, que j'aille ouvrir un commerce. Mais j'ai choisi, j'ai dit je vais élever du poulet. Il n'y a pas de métier sans risque. Il l'a dit aussi, on se trompe, on fait des erreurs. Mais ce n'est pas parce qu'on a fait des erreurs, ce n'est pas parce qu'on a connu un petit échec qu'on va abandonner. On n'abandonne pas parce qu'on a choisi, on a fait son choix et on l'assume. Dans ce que nous avons choisi ensemble, l'agriculture, même si vous êtes dans d'autres secteurs par moment, donc vous le faites pour une diversification, mais il y en a d'autres qui le font et qui veulent vivre de ça. Vous aurez quelques problèmes, forcément. Vous aurez quelques difficultés de temps en temps, quelques erreurs de temps en temps. Mais ça ne doit pas, absolument pas vous décourager. Il faut vous dire ça, c'est mon choix. Je veux vivre de ça. Il n'y a pas d'effort permanent qui, au bout, ne paye pas. Si vous ne baissez pas les bras, si vous travaillez, si vous développez une passion. Et la passion, c'est quoi? Ça veut dire que le métier que vous avez choisi, vous allez chercher à le connaître du moins. Vous allez chercher à le pénétrer, vous allez chercher à le maîtriser. Vous allez chercher par curiosité, hein, et aujourd'hui c'est encore beaucoup plus facile. Ça existe partout. Vous avez Internet, tout le monde a ici quelque chose pour rentrer, vous tapez n'importe quoi, vous avez les réponses. Vous pouvez évoluer, vous pouvez progresser. Aussi bien que le jeune américain, il peut progresser là-bas, vous avez les mêmes chances entre vos mains pour progresser. Donc ça, c'est la passion. Extrêmement important, c'est aussi la persévérance. On a dit tout à l'heure, il faut être persévérant. C'est tous ces P qu'il faut aligner. Quand on est persévérant, on est là, on le fait cette année, on le fait l'année prochaine, on le fait. Chaque année, on se bonifie. On s'améliore, on corrige, on rectifie, on avance. Mais si on choisit quelque chose, dès que c'est un peu difficile, on laisse, on va faire autre chose. C'est difficile, on laisse, on va faire autre chose. On passera toute sa vie à changer, on ne fera rien. C'est extrêmement. Très honnêtement, il y a des valeurs. Quand on dit valeurs, on a tout dit. Ça inclut énormément de choses. Il faut être sur des valeurs. Les valeurs, l'honnêteté, ça fait partie. Moi, je vous dis, très honnêtement, je pense que on ne peut pas réussir quelque chose de manière durable si ça ne repose pas sur l'honnêteté. En tout cas, l'agriculture ne permet pas autre chose. Quand vous êtes agriculteur, à la base, déjà, vous avez réglé un certain nombre de choses
qui font que même certaines choses, ça ne vous tente pas. Et avec le peu que vous allez gagner, il est important de le souligner. Nous tous, on aime l'argent. Mais si vous êtes venu dans l'agriculture, dans ces métiers pour gagner de l'argent, parce que vous avez vu Babacar Ngom, il a construit un bâtiment ou une belle maison, arrêtez tout de suite. Arrêtez tout de suite. On n'y est pas pour gagner de l'argent. L'argent, c'est une conséquence. C'est la conséquence du bien travail, c'est la conséquence de la persévérance, c'est la conséquence de tout. C'est une conséquence. On y est par amour, on y est par passion. L'amour de ce qu'on fait, on aime ça. Quand on a fait ça, le résultat, naturellement, moi je peux vous dire une petite anecdote. J'ai élevé des poulets. Pendant longtemps, j'étais le plus gros producteur de poulets. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup qui faisaient 5000 poulets. Moi, je faisais 1000 poulets tous les 15 jours. Et les gens, les commerçants de poulets, les vendeurs de poulets au marché Sandaga, ils venaient prendre du poulet vivant, ils amenaient, ils déplumaient et tout, ils mettaient sur les tables. Il y en avait quelques-uns qui disaient, ils savaient reconnaître le poulet que moi j'avais élevé. Je ne sais pas si vous percevez le message. C'est-à-dire qu'on a acheté des poulets chez moi, chez quelqu'un d'autre, chez beaucoup de producteurs. On les amène, on les a préparés, déplumés et tout, on les met sur l'étal. Et il y a des gens qui disaient que quand ils viennent trouver des poulets déplumés, étalés, ils savaient reconnaître le poulet que Babacar avait élevé. Ça voudrait dire quoi? Moi, quand j'élevais mes poulets, je ne les élevais pas en me disant combien je vais gagner à la fin. Je voulais qu'ils soient bien. Je prenais ma chaise, je me mettais là, je les regardais depuis le premier jour. Je les voyais grandir. Je passais mes journées à côté, courir, vous donner à manger, donner à boire. Et je les incitais à plus consommer. Il y en a d'autres qui allaient faire des économies parce que si je donne plus d'aliments, parce que ça va me coûter. Non, moi je n'ai aucun souci de combien ça va me coûter. Mon souci, c'est que mes sujets soient en bonne santé, mes sujets soient une bonne conformation, c'est un peu l'arrondi du bréchet. Et tout ça, c'est extrêmement important. Et les gens arrivaient à dire ça. Voilà, pour ne pas être beaucoup trop long, parce que je sais qu'il y a des questions, ce que je voulais dire, en tout cas en introduction, pour dire que ce métier que vous avez choisi est un métier d'avenir pour l'Afrique. Et c'est le bon moment d'ailleurs. C'est un métier d'avenir pour l'Afrique. Pendant longtemps, nous vivons d'importation de tout. Aujourd'hui, si on prend l'exemple de l'aviculture, la preuve a été faite qu'on est capable de produire et d'arriver à l'autosuffisance. La preuve a été faite. En 86, on était sur les ailes de dinde, les cuisses de poulet, des machins, des trucs. Aujourd'hui, c'est fini. Les Sénégalais produisent leurs poulets et leurs œufs. Des dizaines de milliers de Sénégalais travaillent dans cette filière, dans ces activités, produisent du poulet, des œufs. En 1992, aucun poussin naissait au Sénégal. Tous les poussins étaient importés. Moi-même, j'étais devenu importateur de poussins. Parce que quand j'avais besoin de poussins, c'était compliqué. Finalement, j'ai fait le voyage, je suis allé en Belgique. J'ai pris des contacts et j'ai commencé à importer et distribuer du poussin. Je prenais pour moi et je vendais le reste. En 92, avant 92, dans les années 88, je faisais venir 2 palettes par Air France et par Sabena, de Belgique et de France. 2 palettes par semaine. Chaque palette 19 000 poussins et je les distribuais dans le pays. Aujourd'hui, et ça depuis quelques années, aucun poussin n'est plus importé dans ce pays-là. Tous les poussins naissent ici. Aucun poussin. À l'époque, il n'y avait pas un couvoir. Il y a eu le premier couvoir, Journée internationale, après il y a eu Sedima, après. Aujourd'hui, il y a une vingtaine de couvoirs, peut-être 25. Sedima, aujourd'hui, a une capacité en poussins de plus de 40 millions de poussins par année, de capacité installée. On ne les fait pas, on ne les produit pas, parce que le marché, avec 25 couvoirs, le marché, on est en surproduction. On a même importé de l'aliment par bateau, qui venait d'Europe. C'est fini ça. Toutes les usines qui sont là, qui produisent de l'aliment. Il y a des abattoirs. Donc la chaîne avicole s'est installée et je pense de manière irréversible, nous continuerons à produire nos poules. C'est ça le combat de la sécurité alimentaire.
c'est le seul combat qui vaille. Parce que si on n'est pas capable de se nourrir, regardez avec Covid là, qui nous a secoué ces dernières années, si on n'était pas capable de produire nos poulets, si les pays qui nous envoient du riz par exemple pour consommer, parce que le Sénégal se nourrit de riz, si un jour la Thaïlande, le Vietnam, l'Indonésie, la Malaisie, tous ces pays-là qui nous envoient du riz, et ça va arriver, hein? Ils vont dire, écoutez, aujourd'hui d'abord, ils ont moins de terre, ils ont moins de main-d'œuvre pour travailler. Ils en ont besoin même. Ils en ont besoin, leur population a augmenté, qu'est-ce qu'ils vont faire? Même la Chine, ils ont libéré maintenant, ils vont devenir peut-être 3 milliards dans quelques années. Ouais. Qui c'est qui va vous nourrir? Apprenez à vous nourrir, apprenez à produire. Et ça prend du temps pour mettre une filière, ça prend du temps. L'autosuffisance, c'est important. Il faut qu'on y aille, qu'on y arrive. La sécurité alimentaire, c'est important. Il faut qu'on y arrive. Et ça, on ne peut le faire qu'avec la production. Produire plus, produire mieux. Voilà. Merci beaucoup. Des questions? Monsieur Ngom, franchement, quand vous avez parlé, je n'ai pas pu me retenir. Il fallait que je prenne un peu la parole. Parce que là, moi, je suis en train de vivre une très belle histoire ici au Sénégal. Et je pense que peut-être c'est le mieux pour moi et que tout le monde félicite M. Tionyang pour moi. Franchement. Parce que je suis venu directement du Burkina pour la formation en agriculture, tout. Et quand je dis l'histoire est belle, M. Tion m'a permis de rester et d'expérimenter dans ces installations. Mais en fait, comme je dirais, ma toute première prise de contact avec les poulets. Et machallah, avec la promo 5, représentée ici par Hadidia, nous avons investi sur 800 sujets. Et alhamdoulilah, on est arrivé vraiment à bien écouler cela. Bravo. Alors, j'ai pas pu me retenir. Pourquoi? Parce que quand vous avez déroulé un peu votre histoire, tout, et j'étais là, je me revoyais. En fait, c'est comme si je me voyais un peu en vous, quoi. Et j'espère un jour, M. Tion, être sur le fauteuil rouge. Donc, franchement, je suis bluffé parce que et je suis un mec vraiment ambitieux. Et un jour, parce que chez nous au Burkina, le poulet c'est très consommé. C'est d'ailleurs l'un des pays où on dit c'est le pays du poulet bicyclette. En fait, c'est le poulet local. Mais cela même ne suffit pas jusqu'à ce qu'on introduise les poulets de chair. Mais malgré cela, on n'arrive pas à servir tout le monde. Donc on s'est dit pourquoi pas. Je me suis dit, je suis venu ici pour apprendre. Et c'est comme je l'ai dit, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Alors votre histoire elle est intéressante, pourquoi? Parce que du coup je me dis comment est-ce que par exemple un jeune comme moi depuis le Burkina pourrait peut-être bénéficier de l'expertise, ok, de Sedima, parce que chez nous toujours je pense pas qu'il y ait de couloirs. Bon, peut-être qu'il y en a mais je ne sais pas trop, même s'il y en a c'est pas assez d'abord. Jusqu'à présent quand je suis les actualités depuis le Sénégal ici, les gens importent toujours les poussins d'un jour et qui les distribuent. Je suis Madame Tagoum, Marie Chantal, je viens du Burundi et je suis de la promo 6 de Jefferson. Elle a fait les dessins avec ses amis de vos chambres, c'est eux qui ont fait ça. Bravo. Donc je vois que vous avez beaucoup d'expertise dans l'agriculture. Moi je m'étais lancée dans l'agriculture de Brahman, la race Brahman. Ouais. Donc je voulais savoir, parmi toutes les espèces de poules qui existent, il y a certaines espèces qui ont des difficultés ici au Sénégal, l'écoulement, la façon de les élever ou pas. Very good. Ok. Bien. On y reste pour continuer. Merci. Donc on va commencer par la dame du Burundi. Par rapport aux espèces, ici au Sénégal, il n'y a pas d'espèces qui soient plus
prisé. Ça dépend un peu de qu'est-ce qu'on veut comme spéculation, qu'est-ce qu'on veut comme finalité. Il y a des gens qui font de l'élevage un peu par plaisir, juste par plaisir dans les maisons, qui vont faire des brahmanes, qui vont faire des sussexes, des sujets voilà, exotiques un peu pour la beauté. Tu vois. Ici, ce n'est pas très développé. Ce qui est développé réellement, c'est l'élevage industriel. Élevage industriel parce que c'est ça qui permet d'avoir des taux de conversion alimentaire qui permettent d'avoir une productivité et une rapidité à avoir le produit, que ce soit l'œuf, que ce soit le poulet de chair. On est sur des croissances autour de 30 à 35 jours maintenant sur le poulet de chair. Mais quand on est en Afrique et que la population a besoin d'être nourrie, c'est un peu même dans les pays développés, hein, c'est ça qui a permis d'arriver à nourrir véritablement et de démocratiser même le poulet. C'est comme l'œuf. On a des souches qui sont étudiées, sélectionnées pour faire de la production d'œufs. On est aujourd'hui à presque 350 œufs par poule. Ça veut dire que c'est presque un œuf par jour. Voilà, ça c'est vraiment le résultat de la sélection et tout. Si on veut faire de l'élevage pour le plaisir, on choisit de belles races, c'est comme ceux qui font des pigeons, des ceci, ça. C'est différent si on veut faire de la production pour faire un peu pour nourrir, on va dire, les populations. Parce que ça aussi c'est une... Voilà, je vais passer à la question d'Ibrahim du Burkina. Vous venez d'un pays que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le Burkina parce que je considère que c'est un pays qui montre aussi une certaine fierté de l'Afrique. Des hommes intègres, le nom le dit d'ailleurs. Un pays où les populations ont pris l'habitude, et je pense que c'est arrivé avec le président Sankara, qui est un modèle pour tous les Africains, en tout cas qui adorent l'Afrique, qui sont des panafricanistes. Nous aimons beaucoup Thomas Sankara, qui a sacrifié sa vie. Hein. Il savait qu'il allait peut-être mourir de son combat. Il le savait. Il est mort, je crois, à 39 ans, même pas. Très jeune. Mais il a laissé ça. C'est positif au Burkina. Les Burkinabés, ils vont s'habiller avec du tissu fait. C'est du coton cultivé là, le coton burkinabé. Le tissage, c'est fait ici. Et la couture, elle est faite là. Ils vont s'habiller. Même le président, il met ça. Vous voyez comment je suis habillé. J'ai mis une paire de chaussures qui s'appelle Nene Yaya. C'est une jeune fille sénégalaise qui fait ça, ici. J'ai mis cet ensemble-là, qui est fait ici aussi, par une jeune fille sénégalaise. Cette montre-là que je mets, vous savez, s'appelle Malado. C'est une jeune sénégalaise. C'est sa marque, Malado, tu vois. Bravo. Et ça, malheureusement, je n'ai pas encore de lunettes made in. Je n'ai pas, mais j'aurais bien voulu. J'aurais bien voulu. Vous comprenez donc pourquoi vous avez un pays que j'aime bien. J'ai un ami là-bas, peut-être je vous mettrai en relation. Cet ami est venu me voir dans les années 93. Il était fonctionnaire, il a visité nos installations et le goût de l'aviculture lui est rentré. Aujourd'hui, c'est le plus gros producteur du Burkina. Il s'appelle Abou Simbel Ouattara. Je vous mettrai en relation et vous irez voir. Abou Simbel, aujourd'hui, il a des cages, comme en Europe, des bâtiments fermés avec ventilation dynamique. Il fait de très belles choses au Burkina. Ce n'est pas encore développé comme ici, c'est vrai. Il n'y a pas assez de couvoirs, il n'y a pas assez d'usines d'aliments. Mais c'est des choses sur lesquelles on a parlé. Parce que c'est vrai qu'aussi, on est un peu invité dans beaucoup de pays en Afrique. Nous sommes déjà au Mali, on a failli commencer en Guinée équatoriale, au Congo. Donc voilà, ça c'est un peu la voie de la filière dans le continent. C'est en train de se mettre en place. Merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Notre papa. Bonsoir. Vraiment, on est très fiers. Merci beaucoup, M. Tom. Tout le temps, on a des occasions avec des personnes qu'on n'attendait même pas voir. J'ai constaté jusqu'à présent, la demande est forte. L'offre aussi est forte, mais ça reste jusqu'à présent. Parce que le poulet, on dit que c'est accessible, mais ça reste au fait, sous la sous-région. Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter? Est-ce que vous pouvez aussi
délocaliser ou bien décentraliser certaines entreprises dans les locales pour que les villageois aussi puissent accéder à ça. Parce que sincèrement, dans les villages, il n'y en a pas. C'est difficile de trouver. C'est difficile. Vous êtes de quel village, Et vous c'est pouvez cher. dire? Je suis de Fatick, À Fatick. D'accord. précisément croisement Niosme. Ouais. Bravo, belle question. Ouais, parfaitement. Another question? Question. The girls? Ah, Ndiaye. Oui. Je me représente Hassan Ndiaye, Hassan. je suis informaticien de formation et bon, entrepreneur agricole. En fait, comment les jeunes, vous pouvez les organiser ou bien les aider à s'organiser, à avoir des champs, à avoir peut-être des spéculations dont vous avez besoin et au finish, en fait, essayer de les de faire comme les Américains, valoriser. voilà, d'acheter, hein, que le jeune Sénégalais qui produit l'aliment, bon, ou bien la matière première dont vous avez besoin, que ce jeune Sénégalais puisse se dire, ok, moi je produis, mais c'est sûr que M. Ngom va me l'acheter, parce que lui il est là et puis j'ai son agrément, et tout comme ça. Ouais. Donc comment est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça pour pouvoir aider des jeunes qui veulent se lancer ou bien des jeunes qui sont maintenant dans l'agriculture à avoir quand même des spéculations, de mettre des spéculations où ils sont sûrs d'être achetés. Donc c'était vraiment... Très bien. Voilà. Good question. Merci. On va rester sur ces deux Voilà, questions-là. c'est ça. Ouais, vas-y. Bon, pour Fatick, le croisement Diosmone, je pense que effectivement c'est aussi notre ambition. C'est d'être un peu partout, y compris même en Casamance ou dans le nord, un peu partout. Mais ça prendra du temps. Hein. Il y a un peu une certaine progression. Hein. On voit que l'aviculture avance. Maintenant, à Kaolack, on va trouver plus d'aviculture qu'il y a 5 ans, mais ça prendra un peu plus de temps. Et on va pousser pour aller dans ces zones-là. L'autre question par rapport aux jeunes, je dirais que c'est même fait actuellement. C'est le pourquoi Sedima, il y a quelques années, a investi 11 milliards dans un abattoir moderne. Cet abattoir-là, vraiment, c'est 4000 poulets à l'heure, extensible à 6000 poulets à l'heure. C'est l'abattoir le plus moderne de toute l'Afrique de l'Ouest. J'ai visité. À visiter. Nous avons eu des partenaires, des amis marocains qui sont venus, qui ont visité. Ils nous ont dit clairement, un abattoir comme ça n'existe pas chez nous. Vous savez le Maroc, ce que ça représente en termes de développement industriel. Mais on a été chercher le plus performant, la dernière technologie pour faire. Et pourquoi? Pour que les Sénégalais qui produisent du poulet fassent ce qu'on a appelé l'intégration. Ça veut dire que l'abattoir est là, la capacité est là. Nous avons défini, on dit Sedima va produire pour des raisons de sécurité 20% des besoins de l'abattoir et les 80% nous allons les prendre avec les producteurs. On a commencé à mettre en place. Il y a des gens qui ont investi sur des fermes de 20 000 poulets, d'autres 10 000, d'autres 5 000 et aujourd'hui c'est eux qui approvisionnent l'abattoir. C'est vrai que le Covid a un peu plombé parce qu'à un moment donné, les marchés étaient fermés, tout était fermé. L'abattoir s'est retrouvé avec des stocks. On était même obligé de stocker à l'extérieur, au port, partout, parce que les poulets étaient là. Il fallait les vendre. On n'a pas de marché, on n'a plus d'hôtel, on n'a plus rien pour écouler. Ça, on l'a connu et ça a fait un petit choc. Bon, c'est en train de se redresser. On espère que ça va continuer. Mais l'abattoir Sedima est là. Ça a été un investissement, un très bel investissement, pour moderniser encore la filière agricole sénégalaise. Voilà. Bravo. Next. Comme ça. Je suis Konati Yaya de Côte d'Ivoire. Je suis de la promo 12 Jeffzo. Et donc ma question, je suis vraiment heureux de savoir que Sedima qu'on connaît aujourd'hui est né à partir d'un investissement de 60 000 francs. Donc ce qui nous fait comprendre que quel que soit le moyen avec lequel on commence, c'est possible. Donc le conseil que j'aimerais avoir, c'est l'écoulement des produits. L'aspect vente, l'aspect distribution. Un jeune qui commence et qui très souvent peut avoir des difficultés à écouler sa production
quel conseil vous lui donneriez en fait pour l'aider sur ce problème-là? C'est très très simple. Quand on commence, admettons qu'on fasse 200 poulets, 500 poulets, on est dans un quartier, c'est vraiment jouer sur la proximité. C'est de préparer ces poulets soi-même, avoir la clientèle de proximité et de distribuer. Vous avez parlé du digital, c'est la nouvelle tendance aujourd'hui. Hein. Tout se distribuera dans quelques années, tout se fera à travers le digital. Donc vous pouvez avoir une plateforme ou en tout cas des moyens où les gens ils passent leurs commandes, ils se font livrer. Ça va être de plus en plus facile. Merci. Question? Where the ladies at? Nous avons constaté que nous avons un problème d'autosuffisance alimentaire. Mais si tu regardes aussi dans un autre angle, à part l'autosuffisance alimentaire aussi, on nous importe l'alimentation de manière générale. Mais aussi quand tu regardes, on est aussi en train de nous importer des agriculteurs. C'est-à-dire des personnes qui... C'est vrai. Et ça aussi, quand tu regardes à l'intérieur, tu vois que ça deviendra beaucoup plus compliqué. Parce que c'est même commencé. Si vous regardez cette année, il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont perdu, qui risquent de perdre le reste. Parce que le marché est un peu saturé par les firmes étrangères. Tout ça, au niveau de notre pays, vu que notre pays est un peu sous-développé, il y a un problème de financement. Il y a beaucoup de gens qui sont ici, ils ont la volonté, ils ont commencé. Mais avec l'environnement actuellement, c'est un peu difficile. Maintenant, peut-être c'est sur cet angle-là que je vais poser cette question. Est-ce que vous pouvez apporter à ces gens-là Vous posez là une question extrêmement importante parce que j'ai bien suivi la situation un peu du marché de cette année. On va prendre l'exemple de l'oignon. Pendant longtemps, le Sénégal importait des oignons. On avait une petite production dans les Niayes, ou bien un peu dans le nord, pas beaucoup. Donc presque 9 mois, toute l'année on importait des oignons. À un moment donné, le gouvernement a décidé de ne plus importer des oignons sur une période de l'année pour permettre aux producteurs locaux de produire et de vendre. Ça s'est fait pendant toutes ces années-là. Avant, on disait que la qualité de notre oignon n'était pas très très bonne, mais il faut dire que le paysan sénégalais s'est bonifié. Ça veut dire que la qualité, la productivité, tout ça a été accompagné et aujourd'hui, ils sont capables de faire un oignon de qualité. Même si ce n'est pas encore au même niveau de qualité que l'oignon qui vient de là. Mais on est au standard. Et en termes de rendement aussi, ils sont au standard. Ça veut dire quoi? Si on prend l'année dernière, pendant pratiquement 8 mois, le marché a été fermé aux importations. Cette année, la production s'est tellement développée. Parce que ce qui s'est passé, comme vous dites, les exportateurs, ceux qui produisaient et vendaient l'oignon dans nos pays, ils sont venus s'installer. Parce que comme maintenant on ferme les frontières, ils sont installés, ils produisent ici. Si on met ensemble la production des firmes, des grosses firmes, et la production de nos paysans qui ont quand même mûri, ça nous a mis dans une situation de surproduction incroyable. Aujourd'hui, on est à quelques jours de la Tabaski, personne n'est capable de vendre de l'oignon. Alors, je vais vous donner maintenant mon exemple. Je suis le plus malheureux dans tout ça parce que moi, c'est la première fois que je fais des oignons. Je vais vous donner mon exemple. Et très honnête, ça c'est très important. Il y a quelques années, j'ai décidé aussi de me mettre dans l'agriculture. Ça veut dire dans la production horticole. Mais avant ça, je me suis mis dans la minoterie, tu le savais aussi. Hein, ce n'était pas mon métier, hein, notre métier c'était l'aviculture. Mais on a décidé d'investir dans la minoterie, ça veut dire quoi? La production de farine boulangère. Quand on est arrivé sur le marché en 2013, le sac de farine coûtait 20 000 francs. Et il a coûté 20 000 francs pendant de longues années. Personne ne pouvait faire baisser le sac de farine d'un franc.
En 2013, janvier-février, on démarre notre nouvelle usine, toute neuve. Le sac de farine est tombé à 12 000 francs. Ça, on l'a vécu, on a perdu beaucoup d'argent, on a souffert. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, le sac s'est stabilisé à 16 500. Qui gagne? Le premier qui gagne, c'est la population. Pourquoi? Parce que pendant de longues années, pendant que le sac coûtait 20 000 francs, le boulanger était incapable de faire un pain de qualité. Il ne vivait pas. Le boulanger sénégalais, pendant longtemps, même si sa machine tombait en panne, c'était tout un problème pour réparer. Il n'était même pas capable de repeindre sa boulangerie. Ça, on l'a vécu. Le pain était tout blanc, tout léger. Depuis ces dernières années, on a constaté un pain de bien meilleure qualité, personne ne le dit. Mais on a joué un rôle extrêmement important. Depuis, ça fait des années et des années que le sac de farine n'a pas dépassé 16 000 francs, 16 500. Stable. Ça, c'est la minoterie. J'ai décidé, il y a quelques années, de me lancer dans l'agriculture. J'ai eu quelques problèmes de foncier. Vous le savez tous, au Sénégal, le foncier, ce n'est pas simple. Mais au moins sur une partie où il n'y a pas de problème, on a investi pour faire de la production. On a fait 40 hectares d'oignons. Très joli, machallah, c'est très joli. On a acheté des tracteurs tout neufs, des machines, machin. On a fait une trentaine d'hectares de manguiers. L'oignon aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, là, est arrivé à maturité. Depuis presque 15 jours. Ils sont en train de mettre en sac. Qu'est-ce qu'on a fait? On est dans la même situation. Alors, il y avait même un arrêté qui disait que les gros pouvaient ne pas vendre et laisser les petits vendre. Mais les petits n'ont pas fini de vendre. L'oignon est là. Même en venant, j'ai vu partout dans le village, il y a de l'oignon partout. Qu'est-ce qu'on a fait? Moi, je pense, solution. Je pense qu'il faudrait que, à partir de maintenant, qu'on trouve les moyens de ne plus importer. Parce que, personnellement, je pense que le Sénégal est capable de produire 100% de ses besoins en oignons. Il faudrait qu'on investisse dans des systèmes de conservation. Parce que le problème aussi, c'est l'hivernage. Là, on pouvait encore laisser l'oignon sur le champ, mais il va pleuvoir, s'il pleut 2-3 fois là-dessus, il y a des pourritures. Donc il faut qu'on pense à stocker, peut-être même demain à exporter vers d'autres pays, dans des pays de la sous-région. Mais il faut aussi qu'on arrête de faire venir des agriculteurs, tu as raison. Importer des agriculteurs, on n'a pas besoin. Vraiment. On a assez d'agriculteurs. Voilà. Dernière question. Présente-toi, dernière question. Ouais. Bonjour, je me présente, je m'appelle Mehdi Mariko. J'étais au Canada, là où j'ai suivi ma cursus scolaire. Et je suis rentré au Sénégal et j'ai investi dans une ferme, j'ai un bâtiment semi-industriel d'une capacité de 6000 sujets. Ouais. Et j'arrive à un point là où je me dis aussi, justement avec l'industrialisation du secteur, comment aussi arriver à avoir un bâtiment fermé, comment arriver, peut-être de votre parcours, comment vous avez fait pour passer d'un niveau à un autre. Et, voilà, si vous pouvez partager. Ouais. Bien. Bon, ça c'est une question qui, je pense, dans l'exposé, on trouve un peu la réponse. C'est vraiment la progression dans le temps, c'est-à-dire que tout ne s'est pas fait rapidement. Ça a été évolutif, progressif. On a travaillé pendant de longues années en bâtiment ouvert, au sol, l'élevage au sol, avant de commencer à faire les cages et avant même d'arriver sur des bâtiments fermés, ventilation dynamique. Et ce n'est pas forcément d'ailleurs le meilleur choix pour nos climats, parce que nous on a expérimenté toutes les solutions, mais aujourd'hui on est presque convaincu que si on est en pondeuse, en cage, mais en bâtiment ouvert, pourvu que le bâtiment soit bien conçu, il n'y a pas mieux. Parce que vous le savez, l'électricité ça coûte très cher. Un bâtiment fermé, vous consommez énormément d'énergie, ce n'est pas forcément la meilleure solution. Merci M. Ngom. Ouais. Une dernière, juste si vous pouvez, s'il vous plaît,
parler avec cette jeunesse qui vous écoute et ceux qui vous écouteront sur YouTube, sur nos pages, sur les réseaux sociaux. Cette jeunesse qui se bat chaque jour, qui se soucie aussi de l'avenir de notre continent, qui sont là aujourd'hui en train de trouver des solutions pour l'avenir de notre continent. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour qu'ils puissent avoir de l'énergie et de l'espoir, cette hope qu'on a besoin de leur donner pour qu'ils puissent demain nous aider à finalement changer l'Afrique finally. Donc on a besoin de cette inspiration pour qu'on puisse les armer encore de courage et de hope, d'espoir pour le changement de l'Afrique. Ouais. Merci John. Qu'est-ce qu'on peut dire qu'on n'a pas déjà dit? C'est que partir déjà du principe que dans la vie rien n'est facile. Rien n'est simple. Tout s'arrache, tout se mérite. Et d'avoir le sentiment que tout ce qu'on va gagner sera le fruit de notre travail. Et compter d'abord, et ça c'est extrêmement important, compter d'abord sur soi-même. Avant même de compter sur les autres. Et surtout compter sur soi-même. C'est ce que les Anglais appellent believe ourselves, n'est-ce pas? Believe in yourself. Ça, c'est la solution. Si on commence à compter sur les autres, c'est le premier pas vers l'échec, à mon avis. Moi, j'ai connu des difficultés dans ma trajectoire. J'ai réussi à un moment, et à un moment donné, paf, j'ai connu un échec, mais drastique. Je pourrais en écrire un livre sur ce parcours-là, sur cette période de ma vie, très difficile. Mais c'est là où je me suis rendu compte qu'il y a une chose que je ne sais pas faire, c'est tendre la main. Ça, je me suis rendu compte qu'il y a une chose dans ma vie que je ne sais pas faire, c'est tendre la main. Et j'étais arrivé à un moment où même avoir 100 francs pour acheter du thé, parce que j'aime beaucoup boire du thé, machin, c'était pas possible. J'ai fait des choses, j'ai fait d'autres métiers difficiles. C'est là où j'ai perdu mon doigt. C'est une longue histoire. Mais pour dire quoi? Pour dire que, qu'on soit homme ou femme, on doit compter d'abord sur soi-même. Compter sur son énergie, sur son travail, et puis en étant honnête. Avec toutes ces valeurs et ces qualités-là, ça ne perd pas. On ne peut pas perdre. Il y a aussi quelque chose que je peux peut-être rajouter. Moi, c'est une des valeurs que je conseille souvent. C'est un des P que voilà, ce sont les parents. Ce sont les parents. Vous êtes jeune. Quelle est la relation que vous avez avec vos parents? Aujourd'hui, c'est différent, le monde a tellement changé. Nous, en tout cas, dans l'éducation que nous avons eue, il y a une valeur qui est extrêmement importante, c'est le respect, la considération, l'attachement, l'amour qu'on a vis-à-vis de nos parents. Et nous, on explique certaines réussites, on ne peut pas l'occulter, par le dévouement que l'enfant peut avoir vis-à-vis de ses parents. Et je peux vous donner juste un exemple pour terminer. Si vous le souhaitez, je vous donne un exemple. Moi, mon père, c'était mon ami. Je l'adorais. Ma mère aussi, ma fille est là-bas, Kumba. Elle porte le nom de ma maman. Elle sait que ma maman a vécu chez moi jusqu'à ses derniers jours. Je l'ai portée pour l'amener à la Mecque. Elle avait perdu la vue, mais j'ai décidé quand même de l'amener dans ces conditions. Et elle sait combien j'avais d'attachement. Mais je vous donne l'exemple que j'ai vécu avec mon papa. Je devais avoir 28 ans. J'avais fait quelques économies, peut-être même 30 ans, on va dire. Et j'ai décidé pour la première fois d'acheter une voiture neuve. À l'époque, si ce n'est pas quelqu'un de l'administration, personne n'achetait une voiture neuve. C'était très rare. Il y avait quelques milliardaires qu'on citait. Mais sinon, les Sénégalais, c'était venant de France. Tout le monde achetait venant de France. Venant de France, c'est les voitures d'occasion. Et pour la première fois de ma vie que j'ai réussi à faire des économies et je décide d'acheter une voiture neuve.
Je vais chez le concessionnaire, je négocie, ça tournait autour de 24 millions. À l'époque, 24 millions, c'était énormissime. On parle des années 92. Je paye et on me dit la voiture vous sera livrée dans une semaine. J'habitais encore dans ma ferme. Je me demande encore à ce moment-là si j'avais encore l'électricité, parce que j'ai vécu 15 ans sans électricité dans ma ferme, 15 ans. Et tous les jours, en attendant cette semaine-là, je prenais le bus pour aller voir le véhicule. C'était en centre-ville. Alors quand j'arrive, le véhicule était dans le... Non, pas dans le parking, il était à l'intérieur, concessionnaire, avec vitré et tout ça, dans le showroom, à l'intérieur. Je venais, j'ouvrais la porte, je rentrais dedans, c'était intérieur cuir. À l'époque aussi, c'était pas comme maintenant, intérieur cuir. Ça sentait le cuir. Mais j'étais là en train d'adorer, d'admirer la voiture. Je me mettais à tourner autour de la voiture. J'étais d'une impatience. Je me voyais le jour qu'on allait me livrer cette voiture-là, que je me mette à la conduire. Mais toute neuve, toute belle. Mais je dis waouh, mais je rêvais de ça. Je suis impatient. Tous les jours, j'allais regarder, passer quelques heures et je revenais encore à ma ferme. Oui, mais j'étais d'une impatience incroyable. Jusqu'à la veille, c'est-à-dire demain, je dois aller maintenant, c'est le dernier jour, je dois aller prendre possession. Et je me lève le matin, j'arrive. Les gars, pendant qu'ils sont en train de se préparer et tout, je tourne autour de la voiture, je l'observe, je la regarde, je rentre. Et tac, un moment, il y a eu comme une lumière, comme quelque chose qui m'a dit, tiens, un déclic, Babacar. Est-ce que tu imagines un seul instant, ce véhicule-là, si tu l'avais offert à ton père, quel serait son plaisir? Mais je te dis tout de suite, j'ai eu des frissons. J'ai ressenti le bonheur de papa. Si je me mets devant lui pour dire, ce véhicule-là, papa, c'est à toi. J'ai dit, Babacar, tu attendras une prochaine fois. Ce véhicule-là est à ton papa. Mon papa n'avait jamais conduit une voiture neuve. Comme tout le monde, il était sur des venant de France, voiture d'occasion, R18 à l'époque. Dès qu'on m'a remis les clés, j'ai conduit, foncé à Guédiawaye. Moi, je suis né à Pikine, un quartier de la banlieue de Dakar. J'ai grandi à Guédiawaye, j'ai étudié à Saint-Louis. J'arrive à Guédiawaye, je monte, il était à l'étage, je viens, on discute. Et au moment de partir, comme à chaque fois, il me raccompagnait jusqu'en bas. On arrive, la voiture était là garée. Il dit, papa, j'ai dit, les clés sont là, cette voiture est à toi. Il me jette les clés. Arrête de participer. C'est quoi ce que... Je ramasse, je dis non, je ne blague pas, c'est ta voiture. Il était là. Mais qu'est-ce qu'il a ressenti? Voilà juste cette histoire que je voulais partager. Merci. I don't have anything else to say. Je voulais ajouter que vraiment merci pour ces inspirations. C'est touchant cette histoire. Je sais que ça vous a touché aussi. Que Dieu vous donne aussi la possibilité de faire ça pour vos parents. Il n'y a pas plus de bonheur que ça. Merci pour ce que vous faites. Merci pour nous tous. Merci beaucoup. Merci pour ce que vous faites pour notre cher pays. Merci pour les sacrifices. Merci pour l'inspiration, mais aussi l'espoir que vous donnez à l'Afrique et à sa jeunesse. Parce que parfois, quand on est dans le chemin, nous-mêmes, dedans, on ne le voit pas. Nous, de loin, on a vu tout ce que vous avez apporté à ce pays. Et nous, la jeunesse africaine, nous te dirons merci pour ça. Parce que ce n'est pas facile d'entreprendre en Afrique. Et ce n'est pas facile d'entreprendre dans nos pays. Nous, on le sait. Si c'est l'extérieur qui vient, tout est OK, toutes les portes sont ouvertes. Si c'est le français, l'allemand, l'anglais, l'autre qui le fait, tout est bon. Tout est OK. On dit félicitations. Si c'est nos zéros, you are a hero for our country. Si c'est nos modèles, vous êtes, machallah, un modèle pour notre pays. Comme notre frère Ferdinand Coly. On doit célébrer des gens comme ça. Parce que
c'est notre fierté. Je l'ai rencontré en Gambie, il le célèbre là-bas. Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Congo, etc. Tu dis Baba Kangom de Sedima, il te dit Mashallah. Donc pour ça, nous, on veut aussi vous dire, la jeunesse consciente africaine, qui sont sur ce même lancé que vous, qui est l'agriculture, l'aviculture, l'élevage, etc., qui veut demain nourrir notre propre continent. Moi, M. Ngom, comme vous, je suis frustré de voir notre continent avec toutes ses potentialités, que les autres nous nourrissent. C'est cette frustration que ces jeunes ils ont. Donc, à leur nom, au nom de la jeunesse sénégalaise et africaine, vraiment, on vous dit merci pour ce que vous faites. On prie que Dieu vous donne une longue vie, que tout ce que vous avez pu travailler, vous nous voyez avec vos petits-enfants réaliser ça à la fin, Inch'Allah. Merci beaucoup. Fulay ñibbisi jàmbaar daawul doole la doon wuti yàgg na bitim réew ñibbisi na sama réew seen